Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Impact, semaine spéciale Change Now. Bismart est partenaire de l'événement mondial des solutions pour la planète. Chaque jour, un participant qui vient partager ses idées, ses bonnes pratiques. Aujourd'hui, c'est Simon Bernard, le président de Plastic Odyssey. Il nous présentera son bateau laboratoire, les options technologiques étudiées pour recycler le plastique. Et puis, il sera accompagné tout à l'heure d'Harold Guillemin, qui est lauréat de l'Ocean Pitch Challenge, avec cette idée de propulsion inspirée, vous verrez, de la nageoire des dauphins. Et puis, comme chaque jour, on mettra une start-up à l'honneur. Aujourd'hui, c'est Mireille, une application mobile 100% indépendante qui analyse la composition des cosmétiques. Voilà pour les titres. Smart Impact spécial Change Now, c'est tout de suite. Bonjour Simon Bernard, bienvenue. Bonjour. Vous êtes donc le président de Plastic Odyssey. Vous participez à Change Now. Vous allez faire quoi, une intervention, c'est ça? Ça, je vais faire une petite conférence samedi matin. Oui, sur quel thème? Pour introduire l'engagement de la jeunesse et essayer d'inciter les jeunes et les moins jeunes à s'engager sur ces thématiques d'environnement et social. Parce que vous avez quel âge? J'ai 30 ans, je viens d'avoir 30 ans. Oh là là, vous êtes limite, hein? C'est limite, ouais. Non, c'est un beau projet et il y a évidemment beaucoup de jeunes qui s'engagent comme vous. Alors, Plastic Odyssey, peut-être on peut parler de la structure économique. C'est une ONG, c'est un bateau évidemment, vous allez nous faire monter à bord dans un instant, mais c'est quoi exactement? Alors, c'est un projet d'intérêt général, oui. Et on est structuré, on a commencé vraiment avec une association, avec des dons, du mécénat, et petit à petit, on a migré vers un modèle qui est du sponsoring. Donc, qui est assez similaire. La différence, c'est qu'il y a des contreparties en communication. On fait vivre un peu les partenariats. Ouais. Et donc, on a créé une entreprise pour porter ces contrats de sponsoring. Donc, finalement, on a les deux structures avec des activités distinctes, mais c'est un même projet. Et donc, c'est un bateau, on va le décrire peut-être. C'est quoi ses caractéristiques? Je ne sais pas, quelle taille il fait? Qu'est-ce qu'on peut y faire sur ce bateau? C'est un ancien navire de recherche océanographique. Ouais. On a voulu, dans la philosophie du projet, recycler un bateau et pas en construire un neuf. Et donc, c'est un bateau qui n'est pas tout jeune, qui a 45 ans, qui fait 40 mètres. Donc, ça commence à faire c'est assez important. 10 mètres de large, ce qui fait qu'on a à peu près 200 mètres carrés à l'arrière du bateau d'ateliers de recyclage. C'est là où on va pouvoir avoir toutes nos machines et travailler sur le recyclage du plastique. C'est pour ça que je dis que c'est un bateau laboratoire. C'est ça, exactement. Ouais. C'est un peu comme ça qu'on le définit. Il faut s'imaginer le look, c'est un petit peu la Calypso de Cousteau. Version protection de l'océan, un peu plus moderne. Et donc l'avant du bateau, on a une vingtaine de places pour accueillir une vingtaine de personnes. Et on a un équipage de 7 à 8 marins qui tournent à bord pour faire naviguer ce bateau. Et donc vous allez inviter des entrepreneurs, des scientifiques à bord, c'est ça? C'est ça. L'idée, c'est, alors pas forcément, on va pas pouvoir faire venir du grand public à bord. On a tout un village grand public sur le quai. Et à bord du bateau, on invite surtout des entrepreneurs, des investisseurs qui vont pouvoir s'emparer de toutes les solutions qu'on présente pour les répliquer partout dans le monde. C'est vraiment ça l'objectif. Et pendant que vous nous parliez, on voyait des images du Plastic Odyssey, donc on a bien pu visualiser et imaginer. D'ailleurs, il va être basé où? Alors, son port d'attache, c'est Marseille. D'accord. Mais en ce moment, il est à Dunkerque. Donc, c'est un peu les deux extrêmes. Okay. Il y en est encore en chantier pour refitter, donc transformer ce bateau et en faire le laboratoire. Et il partira de Marseille pour l'expédition derrière, autour du monde. Alors, l'objectif, c'est quoi exactement? C'est d'inventer des solutions de recyclage du plastique? Alors, c'est d'abord d'inventer, ou en tout cas de regarder tout ce qui se passe à l'échelle industrielle, mais aussi dans le monde entier, parce que le recyclage, c'est pas nouveau. Ça fait des dizaines d'années qu'on en fait, donc il y a déjà des tas de choses qui se font. Mais à chaque fois, ce qu'on remarque, c'est qu'on réinvente un peu la roue. Donc, on trouve des initiatives en Afrique, en Asie, qui recyclent, qui ont des modèles économiques, mais qui ont un peu réinventé la roue. Donc l'idée, c'est d'arriver à développer une sorte de catalogue universel de solutions. Et la vraie valeur qui nous tient à cœur, c'est de faire ça en open source. Donc de donner gratuitement les plans pour que ces solutions soient copiées un maximum. Ce qu'on veut, c'est avoir l'impact le plus grand possible, et donc que tous ces systèmes qu'on a développés, qu'on a rétro-ingénérés, donc on a fait les plans de ce qui existait déjà, qu'on puisse les mettre à disposition pour en faire une sorte de Wikipédia du recyclage plastique.
Peut-être il faut partir du constat. Le plastique, la pollution de l'océan, c'est quoi aujourd'hui ? Alors la pollution de l'océan, c'est assez compliqué parce qu'on a tous en tête ces images de plastique qui flotte, on a tous entendu parler de continents de déchets, et donc on a une image qui est très fausse de la réalité, puisque effectivement il y a beaucoup de plastique dans l'océan, mais le plastique a pour la plus grande majorité coulé. Et ce qui fait qu'à la surface de l'eau, il ne reste plus rien. Il reste quelques miettes sous forme de microparticules en général, ce qui fait qu'elle est complexe cette pollution. Elle a intégré toute la chaîne alimentaire. Et on n'a pas fini de mettre du plastique dans l'océan, puisque toutes les minutes, on continue de mettre 20 tonnes de plastique dans l'océan. 20 tonnes par minute. C'est vertigineux. Ils sont énormes. Donc la solution, c'est quoi ? C'est d'aller le chercher plutôt à la sortie des fleuves, c'est ça ? Là, on peut encore récupérer le plastique ? Alors les fleuves, c'est vraiment la dernière étape. Les fleuves, la côte, derrière, il coule, il est plus récupérable. L'océan, c'est pas un lac, donc c'est très compliqué d'aller ramasser du plastique en mer. Il y en a très peu. Donc l'idée, c'est vraiment surtout d'arrêter de le jeter. C'est ce que j'allais vous dire, d'arrêter d'en consommer moins et puis d'arrêter de le jeter dans l'eau. Et quand on a fait le maximum pour arrêter d'en consommer, malheureusement, il y a quand même un réservoir terrestre qui continue de se déverser, puisqu'aujourd'hui, on considère qu'il y a 5 milliards de tonnes de déchets qui sont dans la nature et qui se déversent dans les fleuves, dans la mer. Donc le challenge, c'est vraiment d'éviter que ce plastique arrive dans l'eau et d'éviter d'en mettre plus. Le plastique, c'est recyclé, c'est aussi un carburant pour vous. C'est une des dimensions du projet et de l'expédition Plastique Odyssée. Ça veut dire que vous allez naviguer au plastique recyclé ? Alors en fait, on s'est posé la question de comment est-ce qu'on pouvait donner de la valeur à des déchets. Oui. Malheureusement, les plastiques n'ont pas été inventés pour avoir une fin de vie. Donc on ne peut pas tout le temps refaire du plastique, c'est pas toujours rentable. Et donc une autre option, quand on ne peut pas le recycler, c'est de faire du carburant. Et donc comme on a ce bateau laboratoire, on veut expérimenter tout ça à bord, montrer que c'est possible. Donc on a un petit container à l'arrière du bateau qui transforme 1 kg de plastique pour en faire 1 litre de carburant. Et ce carburant, on va le mettre directement dans des moteurs pour pouvoir tester concrètement, optimiser la machine et puis pouvoir montrer que ça fonctionne. Alors, il y a des critiques sur cette logique-là en disant bah oui, mais si on invente finalement un moyen de transformer le plastique en carburant, c'est un permis de continuer de polluer. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Alors moi, je suis assez d'accord. On est tout à fait d'accord sur le fait qu'il faut arrêter de consommer du plastique et recycler celui qui a déjà été produit. Et donc c'est pour ça qu'on a un peu séparé notre bateau en deux. La partie arrière, on l'a appelée Clean Up the Past. Donc c'est les solutions pour nettoyer le plastique du passé, donc recycler tout ce qui a été produit. Mais l'avant du bateau, Build the Future, montre des solutions pour faire autrement. Et donc notre message, c'est pas du tout de dire le plastique c'est génial, regardez, on peut en faire plein de choses, c'est formidable. C'est plutôt de dire aujourd'hui, il y a des pays qui souffrent de cette pollution-là, qui n'ont pas d'accès à des solutions de recyclage. Donc c'est un peu l'urgence d'amener ces solutions-là. Ce n'est pas pour autant qu'il faut continuer à consommer comme on le fait jusqu'à aujourd'hui. Ce bateau, il va évidemment être itinérant, il va se balader un peu partout, en France, ailleurs. Qu'est-ce qui est prévu dans les prochains mois ? Alors ce qui est prévu, c'est de commencer, donc il est encore en chantier jusqu'à cet été, ensuite de faire des escales en France, depuis Dunkerque jusqu'à Marseille, et de partir pour la mission autour du monde en novembre, en commençant par l'Égypte et en enchaînant sur des escales en Afrique, après Amérique du Sud et Asie du Sud-Est. Vous avez prévu combien d'escales ? On a prévu une trentaine d'escales qui vont durer assez longtemps, qui vont durer 3 semaines. Pourquoi c'est important de rester quand même assez longtemps dans chaque ville ou dans chaque pays pour justement échanger avec le tissu économique local, voir ce qui se crée, ce qui s'invente, partager les bonnes pratiques, encore une fois ? Et ouais, exactement. En fait, notre action, elle n'est pas du tout en mer, même si c'est l'objectif final de nettoyer l'océan, entre guillemets, mais on ne va pas ramasser le plastique en mer. Et donc, c'est important de rester dans chaque pays, parce que c'est là où est vraiment notre action. Et 3 semaines, c'est long, mais à la fois, c'est pas beaucoup. Donc c'est vraiment, ça nous permet de planter des premières graines et de convaincre l'écosystème local, tous les acteurs, que ce soit les entrepreneurs ou des investisseurs, de refaire ce qui se passe à bord, de copier des centres de recyclage pour qu'il y ait des activités derrière, des activités économiques dans les pays ciblés. Il y a déjà des expériences que vous avez prévues, c'est-à-dire que dès le premier jour, il y aura des expériences dans cette partie laboratoire ?
Alors en fait, il va se passer deux choses en parallèle. D'un côté, la partie recherche, laboratoire, donc qui se passe à bord du bateau, où on expérimente des nouvelles manières de recycler. Et donc pour ça, on invite des entrepreneurs locaux. Donc en Égypte, on va avoir 2 à 3 Égyptiens qui viennent à bord pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire des déchets. Qu'est-ce qui est pertinent de faire en Égypte avec ces déchets plastiques. Donc vous savez déjà qui va venir en Égypte, c'est déjà calé ça. Alors pour l'instant, on l'a fait sur la France. Donc, on a 6 projets qui vont être accueillis cet été en France. Pour l'Égypte, on va lancer l'appel à projet dans les mois qui viennent. Et donc l'idée, c'est d'avoir des sortes de promos d'entrepreneurs qui vont développer des modèles économiques et qui vont pouvoir, pareil, être mis en ligne et servir d'exemple à d'autres entrepreneurs. Donc ça, c'est le premier axe, la recherche. Et en parallèle de ça, on a un axe qui est un peu plus, on va dire, invisible, et qui est la réplication de ces centres de recyclage. Donc une équipe qui travaille depuis la Terre et qui va aider des entrepreneurs à répliquer ces machines et à créer leur petite entreprise de recyclage. C'est un projet qui date de quand ? Elle vous est venue quand l'idée ? Alors ça fait plus de 5 ans maintenant. C'était en avril 2016 et je participais à une expédition qui s'appelle Nomades des mers. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. C'est cet ingénieur Corentin de Châtel-Perron qui travaille beaucoup sur les low-tech. Donc comment est-ce qu'on rend accessible des systèmes complexes et qui répondent à des besoins de base, l'accès à l'eau, à l'énergie. Et j'ai embarqué sur cette expédition, qui était une sorte de petit catamaran, pareil, laboratoire, où on essayait de vivre en autonomie avec des systèmes simples. Et on a fait escale à Dakar, et ça a été un peu l'élément déclencheur. C'est-à-dire que quand on a fait escale, je me suis rendu compte de tout le plastique qu'il y avait dans la ville, parce qu'effectivement, en mer, on ne s'en rend pas bien compte. Et à la fois de l'ingéniosité qu'il y avait, parce qu'à Dakar, ce qui est incroyable, c'est qu'on peut se faire construire une casserole à partir de canettes d'alu recyclées à chaque coin de rue. Et c'est ce mélange du problème et des solutions qui étaient à portée de main qui a été l'élément déclencheur. Et 5 ans après, le bateau est quasiment à l'eau. Il a fallu convaincre des partenaires. Vous en avez certains qui sont cités sur votre t-shirt, mais ça c'est un autre métier d'une certaine façon. Vous avez dû apprendre ce métier-là aussi ? Complètement. Moi, à l'origine, je suis officier de marine marchande, donc pas du tout commercial ou j'ai pas fait d'école de commerce. Et pourtant, c'est quand même le nerf de la guerre. Il faut réussir à convaincre des partenaires financiers, mais aussi des partenaires techniques. On a plus de 300 ingénieurs qui ont travaillé avec nous sur le projet. Et donc, comment on a fait ? On a commencé petit. Parce on sortait d'école. J'ai 2 associés, Alexandre et Bob. On sortait tous les 3 quasiment d'école. Et on s'est dit, il faut faire nos preuves. Donc, on a construit un petit bateau, le premier bateau ambassadeur qui faisait 6 mètres, qui s'appelait Ulysse, qui embarquait déjà des machines de recyclage. Et on a fait un tour de France avec. Et c'est ça qui nous a permis. Donc là, on a réussi à trouver un petit budget pour faire ça. Le risque n'était pas très grand pour les partenaires, les premiers qui ont cru un peu dans l'équipe. Et derrière, à la suite de ça, donc 2 ans de projet, on avait suffisamment de crédibilité pour aller chercher des plus gros partenaires et pouvoir s'attaquer au projet grandeur nature. Et donc ça veut dire c'est un budget de combien aujourd'hui, Plastic Odyssey ? C'est un projet en tout sur 5 ans de 8 millions d'euros. Donc il y a sur la phase exploitation, vraiment l'expédition en bateau, c'est à peu près 2 millions d'euros par an. Et donc ça, c'est intégralement couvert par le sponsoring, ce qui nous permet d'avoir une recherche et de pouvoir faire de l'open source, justement, de pouvoir diffuser gratuitement toute la recherche. Est-ce qu'il y a une évolution possible du modèle économique ? Vous l'avez présenté en préambule. Qu'est-ce que vous avez en tête là-dessus ? Parce que il y a peut-être, c'est aussi un business qui a besoin de se développer. Toutes ces solutions de transition écologique, c'est devenu un business, et heureusement. Complètement. En fait, on se rend compte que on peut mettre en ligne de la connaissance, les plans des machines, les modèles économiques. Ça suffit pas. Et donc, il faut accompagner, un peu comme un incubateur, des entrepreneurs à répliquer l'expérience et à lancer leur centre de recyclage. Et donc, c'est vers ça qu'on s'oriente à moyen, long terme, de devenir vraiment le premier incubateur du recyclage dans les pays émergents. On se concentre surtout sur les pays aujourd'hui qui n'ont pas d'accès au recyclage. Mais on travaille aussi, comme je le disais tout à l'heure, sur la réduction. Et donc, on a des partenariats qui se montent, notamment avec des startups comme Innovaya, qui développent des systèmes de filtration, de potabilisation de l'eau pour se passer des bouteilles plastiques. Donc, on s'intéresse aussi à comment est-ce qu'on peut
faire émerger des systèmes pour réduire l'usage du plastique. Vous avez regardé de près les hélices du Plastic Odyssey? Oui, elles étaient sous mes yeux en janvier, parce qu'on a sorti le bateau de l'eau. Ouais. Et donc effectivement, ouais, c'est des hélices à l'ancienne. Eh ben on va comparer. On va comparer avec les hélices et le système de propulsion inventé par notre invité Harold Guillemin qui vient de remporter l'Ocean Pitch Challenge. On l'accueille tout de suite. Un nouveau mode de propulsion inspiré de la nageoire des dauphins. Voilà ce qui a permis à Phoenix de remporter l'Ocean Pitch Challenge. Bonjour Harold Guillemin. Bonjour Thomas. Bienvenue, heureux de vous accueillir. Vous vous connaissez avec Simon ? Oui. On s'est croisés plusieurs fois lors de conférences. Moi, je suis avec passion son projet. Bon, vous venez donc de remporter ce challenge qui est organisé par RRS, les associations Respect Ocean et Sustainable Ocean Alliance. Donc, on parlait des hélices du Plastic Odyssey. Les vôtres sont très différentes ? Tout à fait. En fait, on remplace l'hélice par une membrane, une nageoire de poisson. Une membrane qui a une drôle de forme, une forme de disque, qui ondule de la périphérie vers le centre et qui propulse le fluide, l'eau de mer, de la périphérie vers le centre. En fait, on remplace l'hélice par cette membrane ondulante. Donc, c'est une technologie biomimétique, bio-inspirée en fait. On s'inspire inspiré de la nature. Voilà, tout à fait, du dauphin pour propulser un bateau. Voilà, parce que la nature a mis des milliards d'années à inventer ça, donc... C'est le meilleur laboratoire, la meilleure société qui n'a jamais fait faillite finalement, en faisant année après année, millions d'années après année, énormément de recherches. Et aujourd'hui, on s'en inspire pour proposer des moteurs de bateaux électriques, sans hélice, complètement safe. On n'a aucun risque de blessure avec cette membrane. La membrane en fonctionnement, vous pouvez la toucher sans aucun risque de vous faire couper. Oui, on a une image, une simulation. Il y a des moteurs qui existent déjà ou vous en êtes à quel stade de développement là ? Alors, la société va bientôt avoir 2 ans, donc c'est encore une société très jeune. On est 10 dans la boîte. Aujourd'hui, on développe un premier moteur de bateau, un 5 chevaux, 2 kW, 100% électrique, pour des petites embarcations. Annexe, voilier jusqu'à 3 tonnes. Ça reste de la petite motorisation pour le moment. On est en train de le développer ici à Paris dans notre labo et à Centrale Supélec où nous sommes incubés. Et l'objectif, c'est courant de l'été, faire circuler une petite série de moteurs auprès de nos partenaires, auprès peut-être d'une annexe de Plastic Odyssey, je l'espère, pour justement apprendre énormément sur la robustesse de ce moteur et puis lancer l'industrialisation dès que possible. Alors justement, Simon, Bernard, comment... Voilà, c'est une solution comme celle-là, qu'est-ce que ça vous inspire, ce biomimétisme ? Moi j'adore, je suis fan, c'est vraiment hyper intelligent et il y a énormément à faire. Ce qu'on dit dans le maritime, c'est que on a toujours fait comme ça, alors pourquoi changer ? C'est vraiment un milieu qui est quand même assez conservateur et je trouve qu'il y a énormément à faire en hydrodynamique. Les hélices, c'est pareil, ça fait des années que ça n'a pas changé. Il y a quelques petites améliorations. Mais là, c'est vraiment une technologie de rupture. Et combien de fois j'ai pas eu de filets de pêche qui s'enroulent dans l'hélice, qui nécessitent de bloquer le bateau. Donc là, typiquement, c'est le genre de truc qui arriveront. Ça arrive plus, ça, avec votre technologie ? En fait, on n'a aucun axe en rotation. La membrane, elle fait juste onduler. Donc il n'y a aucun risque qu'une algue, un fil de pêche ou un boot s'entoure autour de l'hélice parce qu'il n'y a aucun axe en rotation. Bon, vous allez adopter ça pour les annexes du Plastic Odyssey ? Oui, complètement. Faites gaffe, c'est un engagement devant témoin. Là, donc, super, avec plaisir. L'objectif, évidemment, pour nous, c'est de monter en puissance. On va lancer une levée de fonds de 3 millions d'euros dans les prochaines semaines pour industrialiser notre premier moteur de bateau 5 chevaux et lancer le développement d'un 150. Un 150 chevaux, alors on peut équiper quel type de bateau avec Alors ça, c'est, je dirais, des bateaux plus pour la grande plaisance, le sport nautique. Vous pouvez faire du ski nautique avec un 150 chevaux sans problème. Mais potentiellement, un bateau de 40 mètres, je ne sais pas combien de tonnes il fait, votre... 500 tonnes. 500 tonnes. La technologie, vous ne l'avez pas encore prouvée, mais vous vous dites qu'il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur un bateau comme ça, ou c'est peut-être trop gros ? Aujourd'hui, on ne voit pas de limite technologique sur notre membrane. En fait, c'est un peu comme l'hélice. Finalement, vous pouvez avoir des toutes petites hélices comme des plus grandes, comme les poissons et les mammifères marins. Donc aujourd'hui, on pense pouvoir monter échelon après échelon en puissance et proposer à terme un moteur de bateau à nageoire pour Plastic Odyssey. Ouais. Alors vous avez donc remporté ce challenge. Ça vous offre quoi comme opportunité ? Alors, beaucoup de visibilité et puis une grande reconnaissance aussi pour
l'équipe, moi, personnellement, qui dirige cette société, c'est hyper valorisant de voir que notre projet, notre passion, arrive à toucher son auditoire et on est ravis d'avoir Respect Ocean à nos côtés pour justement parler des technologies d'avenir, proposer des technologies de rupture pour faire changer les choses. Simon Bernard, cette solution-là ou d'autres, typiquement, notamment les 10 finalistes de ce challenge, ils pourraient venir sur votre bateau pour tester leur technologie, c'est-à-dire dans la première phase de création de l'entreprise? Ouais, c'est vraiment ce qu'on a envie de faire, c'est de se servir de ce navire qui est quand même un petit navire de commerce, comme aussi un laboratoire du shipping, du transport maritime, et donc de pouvoir accueillir des solutions qui ne sont pas forcément en lien avec la pollution plastique ou le recyclage, mais qui permettent de réduire l'impact du transport maritime. Donc on commence à avoir des premières solutions là, qui vont embarquer, et on espère en avoir de plus en plus. En fait, vous êtes en train d'inventer une nouvelle mobilité nautique, on peut dire ça comme ça. Tout à fait. Et on a eu la chance, il y a quelques jours, d'apprendre que nous sommes lauréats de l'appel à innovation des JO 2024. En fait, on fait partie des 20 sociétés françaises qui pourront présenter lors des JO à Paris en 2024 leur technologie. Et nous, on proposera des moteurs de bateau sur la Seine pour des promenades à mobilité électrique, silencieuse, sans bruit, sans odeur. Et ben voilà, ça donne envie d'y être. Merci beaucoup, merci à tous les deux d'être venus partager votre enthousiasme, vos belles idées, vos bonnes pratiques. On passe tout de suite à Smart Ideas, on va parler cosmétique. Smart Ideas avec BNP Paribas. Découvrez des entreprises à impact positif. Smart Ideas avec la marque Mireille et sa présidente Kaina Ouna Benebri. Bonjour, bienvenue, Bonjour, heureux de vous accueillir. Vous l'avez créé quand, Mireille, avec quelle idée ? Et ben maintenant, il y a un peu plus de 2 ans. Et en fait, c'est parce que je me posais énormément de questions sur mes produits cosmétiques. Et je suis un peu passée par le pire de ce qu'on pouvait faire. Je faisais des lissages brésiliens qui étaient très toxiques, qui faisaient une fumée incroyable. Et on m'avait conseillé de ne pas utiliser un ingrédient en particulier. Je me suis dit, cet ingrédient doit être très rare. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il était partout, qu'il était extrêmement agressif. Et donc, j'ai commencé à creuser le sujet et à faire appel à un biologiste. Et donc, vous avez créé quoi ? Une application, c'est ça, pour aider justement les consommateurs et consommatrices dans leur choix de cosmétiques ? C'est ça, pour moi, c'était quelque chose dont on avait besoin dans les supermarchés. À l'époque, il n'y avait pas encore de sujet sur les applications mobiles de cosmétiques. Et on savait qu'il fallait, qu'il fallait accompagner les personnes directement dans le supermarché quand elles choisissent leurs produits. Et alors, comment elle marche, cette application ? Il y a tout le côté traditionnel avec un scan, une recherche. On a une petite particularité, vous pouvez aller chercher une composition directement sur le site d'une marque et le traduire, exactement comme Google Trad. Donc, très pratique. Ouais. Et puis, il y a la possibilité de concevoir sa salle de bain. Donc, vous rentrez tous les produits de votre salle de bain et ça vous fait un bilan. Comme ça, vous savez un peu où vous en êtes. Alors, c'est une application qui est payante. Pourquoi ? Il y a une logique économique derrière ça. Mais au départ, on était parti sur cette idée très française que l'application devait rester gratuite. Et rapidement, on s'est confronté à la réalité. Il faut des financements. Et pour rester parfaitement indépendant, on s'est dit que le plus logique était de faire payer nos utilisatrices et du coup travailler uniquement pour elles et pas avoir de lien avec les marques, ce qui nous permet d'être vraiment libre de dire ce qu'on a envie sur ce qu'on a envie. Ouais, et justement, je vais citer un extrait de votre communiqué de presse. Vous voulez neutraliser l'impact des publicités mensongères. Les mots sont forts. Ça veut dire qu'il y a encore trop de produits qui sont néfastes pour la santé, ou on peut aussi parler d'environnement, et qui sont sur le marché aujourd'hui ? Oui, pour nous, il y en a encore beaucoup trop. Et il y a un vrai travail à faire dessus. Et on sait que la science avance plus vite que la législation. Donc on est un peu là pour prévenir ce qui va se passer dans les prochaines années dans la législation. Ouais. Vous ne donnez pas de note globale à un produit. Pourquoi ? C'était une grande discussion avec notre biologiste. Pour lui, ça n'avait pas de sens de donner une note globale. Et puis, ça nous permet aussi d'accompagner les gens dans un apprentissage. Ils peuvent regarder le détail de la composition et faire aussi en fonction de leurs propres standards, parce qu'on peut accepter certaines choses dans un produit selon où elles sont placées, ou aussi en fonction de si on adore vraiment ce produit. C'est aussi une façon de s'adapter, parce que c'est vrai qu'il y a la question des allergènes.
et des allergies des uns et des autres. Donc c'est une façon de s'adapter aussi à la personnalité, au corps de chaque utilisateur. C'est ça, on veut vraiment que chacun rentre dans le choix en fonction de ce qu'il a envie et de ce qu'il supporte comme produit. Et puis aussi parce que scientifiquement, ça nous semblait extrêmement compliqué à mettre en place en étant vraiment impartial. C'était très opaque aussi. Parce que du coup, vous ne pouvez plus comprendre d'où vient cette note, ça va être un algorithme qui va la calculer. Et nous, on avait envie vraiment que les gens comprennent toute la démarche dans l'application. Dans votre démarche, il y a aussi la lutte contre le gâchis des cosmétiques. On ne soupçonne pas forcément, mais on jette énormément de cosmétiques. On jette beaucoup de cosmétiques et on a remarqué quelque chose, à commencer dans notre propre salle de bain. Oui. Quand on a commencé, on a eu envie d'aller vers des produits dits plus clean. Et on s'est rendu compte qu'on avait acheté beaucoup de produits sans trop regarder la sensorialité, sans trop regarder s'ils étaient efficaces. Et du coup, on s'est retrouvé avec ce qu'on appelle chez nous le cimetière de salle de bain. Donc, plein de produits qu'on ne réutilisera jamais, qu'on garde dans un coin en se disant peut-être un jour, oui, je vais le finir. Oui. Et donc, on a envie de supprimer un peu ce passage-là où on achète pour se donner bonne conscience ou pour aller vers du mieux sans vérifier que le produit nous convient. Ça veut dire qu'il y a une dimension pédagogique aussi dans votre démarche? Énormément. Il faut que chacun puisse, et surtout chacune, parce que beaucoup d'utilisatrices femmes, puissent apprendre et au fur et à mesure être plus indépendantes elles-mêmes pour le choix de leurs produits. Vous connaissez la marque Respire? Bien sûr. Eh ben, Justine Hutto sera mon invitée demain, donc on pourra discuter de l'application Mireille avec elle. Merci beaucoup d'être venue présenter votre entreprise. Bon vent à l'appli Mireille. Voilà, c'est la fin de cette émission. Je vous donne donc rendez-vous demain pour un nouveau Smart Impact spécial Change Now. Bonne journée à toutes et à tous sur la chaîne des audacieuses et les audacieux. Salut.